Ah, Et les enregistrements ont démarré. oui, oui. Je ne sais pas combien de personnes sont Il y a connectées. déjà 22 participants. On va attendre quand même un petit peu. On a 145 inscrits. Ah, 45 inscrits, d'accord. Hein, c'est un bon chiffre quand même. 145. 145. Oui, c'est 145. C'est pour ça que Ah, d'accord. Hein, je disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement un intérêt, quoi. ah, ben, bien sûr, hein, ça démontre quand même, ça démontre l'intérêt des gens pour la région. Oui, tout à fait. Alors, je crois que pour l'Éthiopie également, vous avez fait le plein. Hein, je crois que Exactement. L'Éthiopie, on avait que 300 participants pour l'Éthiopie. C'est un record à battre. Exact. Ouais, exactement. Ouais. Sibel Hassan, tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. Et pour l'image? Oui, oui, il est bien. Oui, alors, là, je vais essayer une autre caméra. Je ne sais pas si ça va donner en fait une meilleure image. Non. Non. Alors, je reviens à la caméra intégrée. Voilà. Voilà, on voit bien. Est-ce que vous voulez qu'on se donne 5 minutes pour les retardataires ou... C'est bien. Bah, pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Très bien. Oui, Donc, mesdames, messieurs, donc les personnes connectées, on se donne 5 minutes avant le démarrage. Merci. Il y a 25 personnes. Alors, apparemment, j'ai essayé avec la caméra externe, mais apparemment, ça ne marche pas. Alors, je vais revenir à la caméra intégrée. OK. Moi, je suis dans la voiture. Ça ne dérange pas, là? C'est bon par rapport au son? Non, on vous entend très bien. Bien, très bien. Je viens de prendre la route de Rabat là, pour rentrer sur Casablanca. D'accord. J'ai un petit peu de retard. Il faudra qu'on se fasse une réunion physique avec Sibel Hassan. Ça serait bien que Sibel Hassan, si tu peux organiser une réunion physique. Oui, bien avec sûr, plaisir. bien sûr. Entre nous. Quand vous voulez. La semaine prochaine, oui, avec plaisir. Quand vous voulez, moi, tous les mercredis, je suis à la FENIP, là, parce que je travaille avec eux sur un projet. Tous les mercredis après-midi, je suis à la FENIP à partir de 14h30. Donc, on peut se réunir soit avant, soit après, hein, quand vous voulez. Ah, vous faites vos réunions au siège de la SMEX? Oui, c'est pas, en fait, pas au siège, mais le siège de la FENIP n'est pas loin de celui de la SMEX. Donc, ah, ok, très bien. Mais de toute façon, ça ne me dérange pas de venir un autre jour, hein, si oui, vous n'êtes pas disponible. Merci beaucoup. Je commence le partage de l'écran, Sibel Hassan, ou on attend encore? Je vais Vous avez 2 minutes, donc. Ouais, après, je vais dire un petit peu de bienvenue. Oui, vous pouvez mettre l'écran, le premier écran, oui. Oui, en fait, la page de garde. Je pense qu'on va démarrer pour pas laisser les gens qui étaient à l'heure. Oui, allez-y, allez-y. Je vous en prie. Très bien.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'ASMEX sur le Kenya, sur le pays du Kenya. Donc, je remercie tous ceux qui ont pu se joindre à nous. Il y a plus de 140 personnes qui sont inscrites, donc je suppose que d'autres personnes nous rejoindront. Donc, ça prouve un petit peu l'intérêt des membres pour l'Afrique de l'Est, donc pour cette partie du continent. Je voudrais remercier aussi Ibrahim Al-Lali pour sa prestation précédente qui a été très appréciée par les participants. C'était le webinaire sur la Guinée. Et donc, c'est avec joie qu'on refait l'expérience avec Ibrahim Al-Lali pour nous présenter un petit peu le Kenya, qui est un pays de l'Afrique de l'Est, pas très connu par nous tous. Et donc, l'idée, c'est justement, dans le cadre des activités de la promotion d'export et surtout dans le cadre en fait, de la commission que j'ai l'honneur de présider, qui est la commission Afrique, notre objectif, c'est d'essayer d'emmener le maximum de Marocains dans l'ensemble des pays, donc pas uniquement rester sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, vu la conjoncture Covid que nous avons passée pendant 2 ans, donc l'idée des webinaires, c'est donc l'idée pour une première temps, présenter les pays, puis par la suite, s'il y a un intérêt qui se manifeste pour un secteur ou pour un autre, on pourra bien sûr, en partenariat avec l'AMDIE, organiser des visites sur place. C'est un petit peu ce qu'on vient de faire au mois de mai pour le secteur de l'agro-industrie, que nous avons donc organisé une mission à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui s'est très très bien passée. Et nous avons d'autres demandes d'autres pays justement qui veulent développer plus de business avec les opérateurs marocains, surtout en perspective de la signature de l'accord de zone de libre-échange, qui va en fait offrir un marché important pour l'ensemble des opérateurs et donc des opportunités importantes. Donc, sans trop tarder, je donne tout de suite la parole à Ibrahim Al-Lali. On remercie également Sibelson, notre directeur, qui ne ménage aucun effort pour l'organisation et la réussite de ces webinaires. Donc, bienvenue à vous tous. Merci. Merci, Madame Karkri, c'est un honneur de vous avoir avec nous. En fait, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un thème qui me tient, en fait, d'un pays qui me tient particulièrement à cœur, un pays que j'aime beaucoup. Et merci Sibel Hassan également de tous les efforts qu'il fait pour organiser ce genre de webinaire ô combien utile pour nos exportateurs, mais également pour les importateurs et les investisseurs. Alors, je commencerai d'abord par me présenter avec un peu plus de détails pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Ibrahim Al-Lali, le managing partner de Reload Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans les études de marché, surtout en Afrique, et également dans le développement international et plus spécifiquement développement des exportations. Donc, nous faisons de l'accompagnement sur les marchés africains et nous faisons également du matchmaking, de la mise en relation entre hommes et femmes d'affaires marocains et hommes et femmes d'affaires africains. Bien entendu, nous travaillons également sur d'autres régions du monde, comme le Canada, où j'ai passé 16 ans, etc. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis mon départ à la retraite anticipée en 2015, où j'ai été professeur agrégé pendant une quinzaine d'années. Je suis ancien directeur du cycle supérieur de commerce international à l'ISCAE, qui aujourd'hui s'est transformé en maîtrise en commerce international. Je suis toujours professeur visiteur à l'Université Al-Hawaïn et à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à l'île Maurice. Je suis formateur agréé auprès de Grow Your Consultancy Business de la Banque européenne, c'est-à-dire que nous faisons des formations aux consultants ou aux gens qui voudraient se lancer dans le métier. Et je suis consultant auprès d'un certain nombre d'organisations internationales, dont le Centre de commerce international, le Centre islamique pour le développement du commerce, le PNUD, l'Organisation internationale du travail, etc.
Je suis le premier directeur général de l'Euro marocain de gestion et l'exportation qui a été créé au Maroc en 1994 par l'Union européenne, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Donc, en fait, je vous assure que j'y suis pour rien. En fait, il a fermé quelques années après mon départ. Et je suis ancien fondé de pouvoir principal à la Société Générale et je suis expert assermenté, inactif, je dois préciser, près à la Cour d'appel. Donc, voici très rapidement qui est votre animateur aujourd'hui. Alors, quand on parle du Kenya, en fait, le Kenya est un pays qui est entouré de beaucoup de mystères. Bon, c'est un pays dont tout le monde a entendu parler, mais dont nous ne savons pas grand-chose. Alors, ce que nous savons du Kenya, c'est que c'est un pays de safari, hein, un pays connu pour les safaris. D'ailleurs, remarquez que le mot safari, je reviendrai tout à l'heure, le mot safari vient de safar en arabe. Et vous allez voir en fait que la langue qui est pays, le Kiswahili, est très influencée par la langue arabe. C'est un pays en fait, du peuple Maasai qui vit entre le Kenya et la Tanzanie. Les guerriers Maasai, en fait, qui sont très connus pour leur processus initiatique, hein, qui consiste à tuer un lion pour devenir un homme. Le processus initiatique est couronné par la mort d'un lion. Ça ne plaît pas beaucoup aux écologistes, mais c'est en fait leur façon de faire depuis plusieurs siècles. C'est le pays en fait, des coureurs de fond et de demi-fond qui dominent les compétitions internationales. Donc, on connaît les Rudisha et autres coureurs très célèbres de partout dans le monde, donc, qui gagnent les compétitions à l'échelle internationale, surtout pour le demi-fond et le fond. C'est le pays de la grand-mère de Barack Obama, Mama Sarah, qui est décédée l'année dernière. Puis, c'est le pays qui a servi de théâtre au célèbre roman de Joseph Kessel, le célèbre roman qui a été rédigé en 1958, Le Lion, qui raconte l'histoire d'une forte amitié entre un lion et une jeune fille. Alors, à part ça, nous savons que le pays se trouve en Afrique de l'Est et que les Kenyans conduisent à gauche, que la population parle surtout anglais, etc. Et ça s'arrête là. Alors, mais que savons-nous en fait du pays en tant que terrain d'opportunité pour les hommes et les femmes d'affaires marocains? Alors, pour éviter en fait un langage sexiste, vous voyez, j'ai mis homme avec un grand H, hein, j'inclus la communauté d'affaires marocaine, que ce soit les hommes ou les femmes, sur le marché du Kenya. Donc, quelles opportunités, quel potentiel le Kenya présente-t-il pour la communauté d'affaires marocaine? C'est justement l'objectif que je m'assigne au niveau de cette présentation du marché kenyan. Alors, je commencerai par cette publicité de la BPI France, hein, à l'adresse des hommes et des femmes d'affaires en France. Il leur recommande fortement de prendre en considération le Kenya dans leurs projets internationaux, dans leurs projets de développement international, eu égard à toutes les opportunités et à tout le potentiel du pays. Alors, trois principales raisons, si on veut résumer, en quelque sorte, c'est ce que j'appelle généralement introduction, c'est en quelque sorte la conclusion en guise d'introduction, trois principales raisons qui militent en faveur d'une prise en considération du marché kenyan. D'abord, de bonnes perspectives de croissance du pays qui tournent autour de 6% par an, qui ont même dépassé les 10% il y a quelques années. Alors, McKinsey estime que la consommation devrait augmenter de 5 à 7% en moyenne par année jusqu'en 2025. Donc, on voit qu'il y a une classe moyenne qui est en train de progresser à une vitesse grand V, et l'urbanisation également, et tout ce qui est distribution, grande distribution, etc. Deuxième raison, position privilégiée du pays comme hub logistique et commercial sur l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, le pays est surnommé des Gateway to East Africa. Donc, si on veut entrer dans la région, que ce soit en Ouganda ou en Tanzanie ou Rwanda, etc., il est très recommandé de passer par le Kenya pour différentes raisons, pour son port principal, le port de Mombasa, pour sa place d'affaires à Nairobi, etc. Donc, il y a plein quand même d'incitations et plein d'avantages que le pays présente aux investisseurs, aux exportateurs et aux importateurs. La troisième raison, c'est l'orientation franchement pro-business
du gouvernement qui incite le secteur privé à investir dans le développement du pays. Donc, quand je parle du secteur privé, je ne me limite pas au secteur privé kényan, mais également à tous les investisseurs du monde qui voudraient en fait investir au Kenya. Ils pourront bénéficier d'un ensemble d'incitations extrêmement alléchantes qui font du pays l'un des l'Eldorado en quelque sorte de l'investissement en Afrique de l'Est. Alors, monographie du Kenya. Alors, je commence toujours par ça parce qu'en fait, il faut connaître le pays, les grands chiffres du pays, de manière à ce qu'on puisse savoir comment contextualiser en quelque sorte les opportunités d'affaires. Alors, vous voyez, en fait, d'un point de vue historique, le pays est passé par différentes étapes et également a adopté différents drapeaux, comme vous pouvez le voir. Donc, le pays a été protectorat allemand jusqu'en 1893. Où l'Allemagne en fait a cédé la région à l'Empire britannique et depuis donc en 1893 le pays était connu sous le nom de Swahililand et a adopté le drapeau que vous voyez. Puis en 1893 jusqu'en 1920 Afrique orientale britannique parce que ça a été annexé à un certain moment à la couronne britannique. Un petit changement au niveau du lion là, entre 1920 et 1963, année d'obtention de l'indépendance de la Guinée. Et durant toute cette période-là, le Kenya était considéré comme un gouvernorat de l'Afrique orientale britannique, puis colonie protectorat du Kenya jusqu'en 1963, année d'obtention de l'indépendance, comme je viens de le dire. Alors, quand on parle du Kenya, donc d'ailleurs je l'ai fait pour la Guinée, je le fais chaque fois que je parle d'un pays, chaque fois que je vais quelque part, je demande que signifie le nom du pays, quelle est l'origine étymologique du nom. Alors concernant le Kenya, le nom du Kenya était à l'origine Kiinia, en fait il y a deux versions pour expliquer le nom du Kenya. Alors Kiinia qui était en quelque sorte le nom qui était donné par les Kamba, l'une des ethnies du Kenya, au mont Kenya qui est le mont le plus élevé du pays. Alors, Kiinia qui voulait dire le mâle de l'autruche, parce que la montagne, en fait, le Kenya, avait une cime blanche de neige et des rochers noirs. Et cela, ce contraste entre le noir et le blanc, ressemble en quelque sorte au mâle de l'autruche. Donc, Kiinia, dans le langage Kamba, veut dire le mâle de l'autruche. Une deuxième version qui dit Kirinyaga ou Kerinya, qui a été contracté par la suite pour devenir Kenya. Alors, Kirinyaga au Kenya est le nom d'un volcan inactif connu également au Kenya. Et puis, le Kerinya a été par la suite simplifié, a été contracté pour devenir Kenya, d'où le nom du pays. D'ailleurs, le nom est devenu par la suite un prénom très connu aujourd'hui en Europe. Et même en France, il a fait son apparition il y a quelques années. Kenya est un prénom aujourd'hui très, très connu. Pardon. Alors, Kamo Wangeni, qui est le père de la nation, qui était le premier président de la Nouvelle République en 1963, quand il est devenu président, a changé de nom. Il s'est fait rebaptiser Jomo Kenyatta. Alors, un nom qui est très connu aujourd'hui. C'est le nom d'ailleurs de l'aéroport international de Nairobi. Alors, Jomo Kenyatta Nairobi International Airport. Et c'est le père du président actuel, Uhuru Kenyatta, le président actuel dont l'image a été entachée par les Pandora Papers, en fait, les papiers ou en quelque sorte les leaks de la presse qui ont en fait sorti une liste de tous les présidents qui détenaient des comptes secrets dans des paradis fiscaux, dont justement Uhuru Kenyatta. Alors, le régime politique au Kenya est un régime républicain démocrate et fédéral, démocratique et fédéral, désolé, et le pays continue en fait de lutter contre la pauvreté, puisque en termes des indicateurs de développement humain des programmes des Nations Unies pour le développement, le pays est classé 145e sur 188. Alors, la population totale aujourd'hui, en fait, dépasse les 45 millions. Vous voyez 44 millions, mais depuis, en fait, il y a quand même une petite évolution, dont 28% de population urbaine. La superficie dépasse 580 000 km². Et la capitale est Nairobi, capitale et principale ville
du pays, c'est Nairobi, dont le nom vient de Nkari Nairobi, qui veut dire l'endroit où l'eau est fraîche. C'était en fait un endroit où il y avait des sources d'eau fraîche, et le nom de Nairobi dans le langage Ma, qui est une autre ethnie et également du Kenya. C'est la tribu qui peuplait en quelque sorte la région de Nairobi. Nkari Nairobi voulait dire l'endroit où l'eau est fraîche. Alors, les principales villes, à part Nairobi, dont la population avoisine aujourd'hui les 5 millions, nous avons Mombasa, avec plus de 1 200 000, qui est le principal port non seulement du pays, mais de la région. Vous avez Nakuru, avec plus de 600 000 habitants. Vous avez Ruru et vous avez Eldoret. En fait, ce sont les principales villes, avec d'autres villes là, que vous voyez sur la liste. Alors, un petit mot sur le drapeau. Vous voyez que le drapeau est fait de 3 bandes de la même superficie. Une couleur noire qui réfère à la couleur de peau de la majorité de la population. Couleur rouge pour le sang versé par les martyrs de l'indépendance. Pardon. Et puis la couleur verte qui réfère aux richesses naturelles et à la végétation du Kenya, avec 2 bandes, 2 lignes blanches qui ont été ajoutées en 1960 lors de l'indépendance, lors de l'acquisition de l'indépendance, pour dire que le pays est désormais un pays libre et que l'on défendra la liberté par le sang. Vous voyez déjà que ça a été justement 2 bandes qui longent la bande de ligne qui longe plutôt la bande rouge. Alors, le tout est centré en quelque sorte d'un bouclier et de 2 javelots ou 2 lances entrecroisées des guerriers Maasai, qui constituent en quelque sorte, comme je l'ai dit au début, la tribu la plus connue en fait du pays. Alors, les principales ethnies, vous avez le Kiyu, environ 17% de la population, l'Uria, environ 14%, les Kalenjin, environ 13%. Vous avez les Kamba, tout à l'heure, et qui ont donné le nom justement Kinya au début, environ 10%, etc. Alors, les langues officielles du pays, vous avez l'anglais et vous avez le Kiswahili. Alors, le Kiswahili, c'est le Swahili parlé au Kenya. Alors, vous voyez déjà que en fait, Swahili, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le littoral, hein, c'est le Sahel, comme on le dit en Afrique de l'Ouest. Et le Ki, c'est pour dire, en fait, c'est le Swahili qui est parlé au Kenya, j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est une langue, en quelque sorte, qui a été très influencée par 2 langues principales, à savoir le Batoun et l'arabe. L'arabe qui était apporté par les commerçants arabes venus de l'Arabie, venus du Moyen-Orient. Alors, autre langue parlée, vous avez plusieurs langues vernaculaires qui sont parlées. Vous avez le Ma, vous avez le Kamba, etc. Par contre, la langue des affaires est l'anglais. Hein, on parle en anglais britannique, hein, pour ceux qui cherchent les petites subtilités. En fait, ça n'est pas l'anglais américain. Vous savez qu'il y a beaucoup de faux amis entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Donc, c'est l'anglais britannique qui est parlé au Kenya. Alors, les religions, du fait de la colonisation britannique, la religion protestante est la plus dominante avec 45% de la population. Les catholiques, 33%, l'islam, 10%, des croyances païennes, indigènes, 10%, etc. Et c'est un pays dont le taux d'alphabétisation dépasse les 70%. Alors, fuseau horaire GMT plus 3, donc aujourd'hui, il y a une différence, un décalage de 2 heures avec l'heure marocaine. La monnaie nationale est le shilling du Kenya, qui est pour abréviation KES, et un shilling, un dirham plutôt, équivalait à plus de 11 shillings le 13 juin dernier. C'est un cours de change que j'ai relevé le 13 juin, et il était de près de 12 caisses, le 1 dirham. Alors, l'économie kenyane, comme l'économie marocaine, sont très faiblement dépendantes de l'exportation des matières premières. Au contraire de l'économie guinéenne que j'ai présentée il y a 2 semaines, donc les matières premières n'interviennent pas pour l'essentiel des exportations et des importations du Kenya.
Kenya est positionné à la 5e position, au 5e rang parmi les économies subsahariennes et la première de la communauté de l'Afrique de l'Est avec un PIB qui avoisine aujourd'hui 100 milliards de dollars. Alors, les jours fériés au niveau du Kenya, vous avez un certain nombre de jours qui sont communs au Maroc également, entre le Kenya et le Maroc. Vous avez le jour de l'an, la fête du travail, etc. Mais vous avez la fête de l'indépendance le 1er juin. Vous avez le Masouja le 20 octobre, le Jamhuri le 12 décembre, etc. Et vous avez en fait le Eid al-Fitr, comme vous voyez en fait, la dernière ligne, l'Eid al-Fitr est également une date fériée à la fin du Ramadan, une date fériée dont la date varie en fonction de bien entendu, l'apparition lunaire. Alors, concernant le commerce extérieur du pays, alors vous avez déjà un PIB qui avoisine, comme je vous le dis tout à l'heure, 100 milliards de dollars, un PIB par habitant de près de 2000 dollars, ce qui en fait une économie intermédiaire moins, au niveau des économies intermédiaires moins, rang du commerce mondial de la Guinée en termes d'exportation, le pays est classé 103e. En termes des importations, il est classé 81e. Vous avez pour le commerce des marchandises les principaux produits qui sont exportés. Vous avez les produits agricoles qui constituent 55,7%, les combustibles et les produits extractifs 12,6%, les produits manufacturés 30,4%. Donc, c'est une économie quand même qui est assez diversifiée. Vous voyez en fait que la part de l'agriculture qui était il y a quelques années à plus de 75%, ne constitue aujourd'hui, en 2020 en fait, ce sont des statistiques de l'OMC en 2020, ne constitue en 2020 que 55%. Alors, pour les importations, les produits agricoles constituent 15,9%, les combustibles 19,7%. Et vous voyez en fait le classement sur lequel je reviendrai tout à l'heure, aussi bien des clients que des fournisseurs. L'Union européenne constitue le principal client avec 15,5% des exportations kenyennes. L'Ouganda, le pays voisin également, est membre de la COMESA et des États de l'Afrique de l'Est. Donc, il n'y a pas de droits de douane, constitue 11,2%. Le Pakistan, 8,5%. Et le Royaume-Uni, l'ancienne métropole, 7,8%. Les États-Unis d'Amérique, 7,7%. Vous voyez que ici, sur cette liste, il n'y a que des pays anglophones, donc les pays francophones n'y sont pas. En fait, ne figurent pas parmi les premiers pays clients du Kenya. Concernant les principaux fournisseurs, vous avez la Chine avec 22%, vous avez l'Union européenne avec 12,4% et vous avez l'Inde avec 11,5%. Donc, pris séparément, vous avez la Chine et l'Inde qui arrivent les premiers, comme c'était le cas pour la Guinée également. Et vous voyez que les principaux pays fournisseurs du Kenya ne sont pas des pays africains. Donc, nous allons voir que le premier pays fournisseur arrive, je ne me rappelle plus si c'était à la 7e ou à la 8e position, comme fournisseur du Kenya, alors que les principaux fournisseurs sont des pays non africains. Alors, les principaux produits exportés, vous avez le thé, qui est de loin le principal produit. Vous voyez en fait que ça constitue quand même l'essentiel des exportations. Vous avez les fleurs et les boutons de fleurs coupés. C'est le produit qui arrive en deuxième position et le principal marché, c'est les Pays-Bas. D'ailleurs, le Kenya constitue l'un des principaux fournisseurs du Pays-Bas en fleurs coupées. Vous avez le café qui arrive à la 3e position, les dattes, les figues, l'ananas, l'avocat, etc. Et vous avez les principaux produits importés. Vous avez l'huile de palme. Et là, on est en train de parler des produits agricoles. Huile de palme et ses fractions, le froment de blé, le riz, les sucre de canne, etc. Concernant les produits non agricoles, vous avez les huiles de pétrole. Comme vous pouvez le voir, en fait, les huiles de pétrole, autres que les huiles brutes, arrivent à la première position au niveau des exportations, mais également au niveau des importations. C'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le Kenya est la porte d'entrée de toute la région. Il y a plein de produits qui transitent par le Kenya. Donc, pas étonnant alors que le produit figure parmi les principaux produits exportés, mais également les principaux produits importés. Alors, vous voyez en fait ce que ça constitue au niveau des produits non agricoles. Vous avez en fait
près de 16, en fait, de 16%, à peu près d'huile de pétrole autre que les huiles brutes, mais également près de 15% au niveau des importations, le même produit. Alors, lorsqu'on regarde le détail des produits qui sont exportés par le Kenya, nous sommes en train de parler ici de ce qui est exporté. Alors, vous avez le thé noir, 1,157 milliard de dollars en 2021. Vous avez des statistiques de 2021. En fait, là, c'est TradeMap, hein, c'est les outils d'analyse de l'ITC. Et vous avez le deuxième produit qui arrive après, ce sont les roses et leurs fleurs et le breton, frais, coupés, etc., pour bouquet ou pour ornement, avec 550 millions plutôt, parce que c'est en milliers de dollars, 551 millions de dollars. Vous avez les huiles moyennes et préparations de pétrole, etc., qui arrivent à la troisième position. Donc, voici en quelque sorte les principaux produits. Et vous voyez que les deux premiers produits, à savoir le thé et les roses, interviennent pour 25,30% de l'ensemble des exportations du Kenya vers le monde. On est en train de parler des exportations vers le monde et pas au Maroc. Nous verrons tout à l'heure ce que le Kenya exporte vers le Maroc. Et vous voyez, total produit confondu, ce que le Kenya exporte aujourd'hui, 6,8 milliards de dollars. L'ensemble des exportations kenyanes, tous produits confondus, s'élève à 6,75 milliards de dollars. Concernant les principaux clients du Kenya, vous avez l'Ouganda qui arrive en premier, lorsqu'on prend les pays isolément. Donc, l'Ouganda est le premier pays, suivi des Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les fleurs coupées, les boutons de fleurs, etc. Les États-Unis d'Amérique arrivent à la troisième position. Et vous avez le Pakistan, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la Tanzanie. Vous voyez, en fait, le premier pays, c'est le pays voisin, c'est la Tanzanie, d'accord, qui arrive à la 5e position, ou à la 6e position plutôt en tant que client. Et vous avez les Émirats, mais au niveau des Émirats, il y a beaucoup de réexportation à partir de Dubaï, beaucoup de réexportation. Vous avez le Rwanda, également voisin, et vous avez la République du Congo également qui n'est pas loin. Et vous avez la Chine, vous avez en fait l'Égypte qui arrive assez loin derrière, et vous ne l'avez pas dans les top 20, en fait, dans les premiers 20 pays ou les premiers 25 pays, le Maroc ne figure pas. Pardon. Et vous voyez, en fait, en termes de croissance des exportations, il y a un certain nombre de pays, en fait, qui sont en train de développer leurs importations à partir du Kenya. Vous avez le Rwanda et vous avez la Chine également qui importe beaucoup, surtout de matières premières et de minerais à partir du Kenya. Je m'excuse pour ces tours répétés, hein, que j'ai pris froid hier soir, alors je m'en excuse. Alors, les principaux produits importés par le Kenya, alors nous avons les huiles moyennes et préparations de pétrole ou du minerai bitumineux. Vous avez les huiles légères de pétrole ou du minerai, donc ce sont des produits énergétiques qui arrivent en premier, et ils sont suivis de l'huile de palme. Vous avez déjà les produits énergétiques qui représentent 15,6%. Et là, nous sommes au niveau SH 6 chiffres, hein, système harmonisé à 6 chiffres, c'est-à-dire nous sommes au niveau des produits génériques. Donc 15,6% pour les deux familles de produits, suivi du premier produit non agricole qui est l'huile de palme brute. Vous avez le blé, les médicaments, etc. Et là, en fait, on y reviendra tout à l'heure, vous avez en fait le pays importe beaucoup de médicaments, un produit qui présente un potentiel important pour les exportations marocaines, mais vous avez également ici une voiture de tourisme, vous avez ici en bas, les voitures de tourisme et autres véhicules, il y a également un potentiel important pour l'industrie automobile marocaine, pourvu que l'on sache s'adapter, puisque je vous ai dit que l'on conduise, en fait, au Kenya, on conduit à gauche. Donc, c'est tout le tableau qu'il va falloir mettre, en fait, le tableau, il faut le mettre de l'autre côté, donc, pour s'adapter au marché. Mais en fait, ce sont de petites technicalités, comme ça m'a été expliqué par les constructeurs automobiles au Maroc. D'ailleurs, Renault, Peugeot, etc., exportent des produits, bien entendu, qui sont adaptés au marché anglo-saxon. Il n'y a pas de raison pour qu'au Maroc, on ne le fasse pas. Alors, les principaux fournisseurs du Kenya, comme je le dis tout à l'heure, vous avez la Chine et l'Inde qui arrivent, qui caracolent en tête, loin derrière les Émirats. Et comme je vous ai dit, en fait, les Émirats, c'est un pays
de réexportation. D'accord? Donc, vous voyez déjà que le rang de la Chine, en fait, plus de 1/5 de ce que le Kenya importe du monde arrive de Chine. Et puis, près de 11% de ce qu'il importe arrive de l'Inde, suivi des Émirats et de l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite surtout pour les produits énergétiques. Et vous avez d'autres pays qui sont assez éloignés quand même, le Japon, la Malaisie, les États-Unis, la Corée, etc. Donc, quand les gens disent qu'il n'y a pas de dessert direct sur le Kenya et c'est le principal obstacle, oui, mais il faut quand même mettre un bémol, c'est que des pays encore beaucoup plus éloignés que nous arrivent à exporter sans aucun problème sur le Kenya. Et vous avez en fait la Tanzanie et l'Égypte qui font partie de la COMESA, tous les deux. Vous avez en fait l'un des pays concurrents du Maroc et l'Égypte qui fait partie de la COMESA et qui est donc privilégié au niveau des tarifs. Vous avez l'Afrique du Sud qui arrive quand même parmi en fait, le peloton de tête. Et vous avez d'autres pays assez lointains quand même qui arrivent à exporter sans aucun problème sur le Kenya. Là, bon, pris ensemble, la Chine et l'Inde représentent près de 1/3 de ce que le Kenya importe du monde. Alors, les échanges commerciaux entre le Maroc et le Kenya, on arrive quand même à des choses qui nous concernent plus particulièrement. Alors, d'abord, les deux pays sont membres de l'OMC et de ce fait-là, s'accordent mutuellement le bénéfice de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que le Maroc, les exportations marocaines pour entrer sur le marché kényan, doivent s'acquitter des mêmes tarifs que tous les autres membres de l'OMC, ce qu'on appelle le tarif NPF. Donc, tarif qui a été négocié au moment de l'accession du Kenya à l'Organisation mondiale du commerce, c'est un tarif privilégié par rapport au tarif de droit commun. Bonne nouvelle, mais pas tout de suite, en fait, à moyen terme, les deux pays ont signé et ratifié l'accord de la ZLECAf, donc ils pourront s'accorder la franchise des droits de douane. Mais ça n'est pas pour demain. Donc c'est vrai que les deux pays ont signé et ratifié, mais l'accord n'entrera d'une façon effective en vigueur que lorsque les autres pays de la COMESA, dont fait partie le Kenya, auront signé et ratifié. Donc tant que les autres pays, surtout la Tanzanie, l'Ouganda, etc., n'auront pas ratifié, et ça n'est pas encore le cas, l'accord n'entrera pas en vigueur parce qu'il y a un TEC, tarif extérieur commun, au niveau de cette région. Donc, il est nécessaire que les autres pays ratifient pour que l'accord puisse entrer en vigueur et que les exportations marocaines ne payent plus de droits de douane pour entrer au marché kényan. Il n'y a pas un accord commercial bilatéral et c'est quelque chose à déplorer. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'accord commercial bilatéral comme c'est le cas avec d'autres pays, comme nous l'avons vu il y a 2 semaines avec la Guinée ou avec d'autres pays. Ça n'existe pas entre le Maroc et le Kenya, du fait de la faiblesse justement des échanges commerciaux entre les deux pays. Alors, présence marocaine timide, même pour l'investissement, présence marocaine timide au Kenya. Donc, nous avons l'OCP Kenya Limited, qui est une petite filiale, je dois dire, de l'OCP. C'est une filiale qui ne fait pas que dans les engrais, mais qui également dans le domaine de la culture. Il fait la culture de l'ananas, de l'avocat, etc. Et qui emploie 11 personnes, d'après mes dernières statistiques, 11 personnes. Donc, c'est une petite filiale, mais qui a quand même le mérite d'exister et qui fait beaucoup de choses, beaucoup de succès au niveau du Kenya. Vous avez Bank of Africa Kenya, qui est une filiale également du groupe BNCE. Vous avez Richbond qui a acquis en 2015, si je ne suis pas, je crois en mai 2015, non, un peu plus tard, je crois en 2016 ou 2017, qui a acquis une filiale kenyane qui s'appelle Silent Night Kenya, qui est une entreprise de matelas et une literie très connue au Kenya. Il a acquis la majorité en fait des actions de cette entreprise. Hallmark Insurance Activities également a acquis une filiale kenyane qui s'appelle The Monarch Insurance, etc. Alors, d'après Kerix, d'après la base de données de Kerix, il y a actuellement
11 pays, 11 entreprises, 11 entreprises marocaines qui déclarent exporter plus ou moins régulièrement sur le marché kényan. Donc, c'est trop peu. C'est trop peu. 11 entreprises qui ont quand même pris la peine d'aller s'aventurer sur un marché qui est très peu connu des Marocains. Mais bon, c'est un marché qui présente d'énormes opportunités. Et comme le disait Mme Kharkri au début, il n'y a pas de raison pour que les Marocains ne s'intéressent pas au marché de l'Afrique de l'Est. Il ne faut pas que nous focalisions tous nos efforts sur les marchés francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que nous puissions oser aller vers les marchés qui sont parfois plus porteurs que de l'Ouganda, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, du Rwanda, etc., qui présentent un potentiel énorme. Et la plupart, bon, d'ailleurs, on le dit souvent, on dit que les 6 pays parmi les 10 qui ont le taux de croissance le plus élevé au monde sont en Afrique. Et sur les 6, il y a au moins 4 qui sont dans cette région-là, dans l'Afrique de l'Est, auquel on doit ajouter peut-être le Rwanda, plutôt l'île Maurice, qui n'est pas dans la région, mais qui est également sur l'océan Indien. Alors, il y a quand même une volonté de part et d'autre de la communauté d'affaires de développer les échanges entre le Maroc et le Kenya. Il y a Maroc Export qui a organisé une caravane en 2015, ça remonte quand même à très loin, 2015 au Kenya. Mais en fait, l'objectif de cette caravane était surtout, bon, je dois peut-être parler de mission commerciale plutôt que de caravane. L'objectif principal était de développer le secteur des technologies d'information et de communication, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités à développer sur le marché. Il y a une délégation du comté de Mombasa, qui est l'une des principales parties, des principales régions du Kenya et qui dispose justement du principal port du pays, du principal port maritime du pays, qui s'est rendu en avril 2021 dans le Tangérois et qui a discuté avec les opérateurs les possibilités de coopération économique entre le Kenya d'une manière générale et le Maroc, et l'opportunité également d'utiliser Tangemed comme hub vers l'exportation, comme hub pour l'exportation des produits kenyans vers l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est un marché qui intéresse beaucoup le Kenya. Donc, il y a quand même il y a de l'espoir, il y a une volonté politique. Comme je le disais au début, les autorités kenyanes font tout pour s'ouvrir, pour ouvrir l'économie aux communautés d'affaires à l'échelle internationale. Alors, lorsqu'on regarde un peu le potentiel entre le Maroc et le Kenya, alors regardons d'abord ce que le Kenya exporte et ce que le Maroc peut importer à partir du Kenya. Donc, le Maroc aujourd'hui n'importe pas beaucoup. Donc, vous voyez que le Maroc n'importe que 6 millions de dollars des produits du Kenya, essentiellement le cocoa et la baka qui constituent les plus des 2 tiers de ce qui est importé à partir du Kenya. Et vous avez également les minerais de titane et concentrés également. Et vous avez quelques avocats frais ou secs. Et vous avez le thé noir, alors qu'il y a un potentiel énorme à en juger par ce que le Maroc importe depuis le monde et ce que le Kenya exporte vers le monde. Vous voyez en fait les chiffres sur cette colonne, c'est ce que le Kenya exporte aujourd'hui vers le monde et ce que, ici sur cette colonne, ce que le Maroc importe à partir d'autres pays. Vous voyez que lorsqu'on compare les chiffres, il y a un potentiel théorique du moins énorme pour développer les échanges entre le Maroc et le Kenya. Plus spécialement en ce qui concerne ce que le Maroc exporte vers le Kenya, alors la balance commerciale est déficitaire en faveur du Maroc. Le Maroc exporte près de 27 millions de dollars alors qu'il en importe 6 millions, comme vous pouvez le voir. Et c'est grâce surtout aux engrais que l'OCP a encore lié. Alors, vous voyez que le Maroc exporte pour plus de 23 millions de dollars d'engrais vers le Kenya. Des matières plastiques également, des sucres, sucreries, fibres synthétiques, etc. Mais il y a un potentiel, comme vous pouvez le voir, ce que le Kenya importe depuis le monde. Vous voyez qu'il y a énormément d'autres produits que le Maroc peut très bien exporter et qui n'exporte pas aujourd'hui vers le Kenya.
Alors, vous voyez en fait que les engrais constituent près de 90% de ce que le Maroc exporte aujourd'hui sur le Kenya. Et c'est ce qui explique justement la balance commerciale excédentaire en faveur du Maroc. Alors, pour les secteurs, pour voir en fait quels sont les secteurs à fort potentiel pour les exportateurs marocains, qu'est-ce que les exportateurs marocains auraient intérêt à exporter vers le Kenya. Vous voyez en fait sur cette image, vous voyez que pour ce qui est du phosphate d'ammonium, le Maroc normalement a épuisé le potentiel théorique, mais il y a toujours quand même puisque les terres arables sont exploitées à une cadence de plus en plus élevée au Kenya, donc il y a toujours une marge quand même d'amélioration. Vous avez d'autres produits là qui ne sont pas exportés aujourd'hui, qui sont des dérivés de phosphate, également de potassium. Vous avez des produits toujours, bon, vous voyez en fait un dérivé de phosphate ammonium exploité aujourd'hui à 23%, les engrais minéraux, etc. Vous avez d'autres produits, donc si on exclut ce que l'OCP exporte aujourd'hui ou pourrait exporter, il y a d'autres produits qui ne sont pas exportés du tout aujourd'hui. Vous voyez les voitures de tourisme, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez les conducteurs électriques, vous avez les jeux de fil électriques, vous avez les conducteurs, vous avez plein de produits. Alors, si on allait vers la table interactive, hein, cette table a pour objectif juste de nous donner une idée, mais si nous allions vers la table interactive, on va voir par exemple les voitures de tourisme, on a un potentiel de 2 800 000 voitures à exporter tout de suite. Si vous avez quand même qu'il y a quelques exportations, vous voyez les 500 000, les 500 $ plutôt que le Maroc exporte, c'est surtout des pièces détachées. Vous avez le potentiel inexploité qui est de 2,8 millions de dollars. Alors là, bon, si en fait vous voulez les noms des importateurs sur les marchés, vous cliquez sur ça. D'ailleurs, sur la slide, j'ai mis l'adresse. Vous pouvez revenir à cette table interactive, chercher votre produit. Bon, il y a quand même plein de produits de ce côté-là. Cherchez votre produit et vous allez voir ce que vous pouvez exporter. Vous pouvez cliquer ici pour avoir en fait les partenaires commerciaux avec lesquels vous pourrez entrer en relation. Alors, vous pouvez voir conducteur électrique pour tension inférieure ou égale à 1000 volts, 100 pièces de connexion. Vous voyez que le Maroc n'exporte pas aujourd'hui, alors qu'il peut exporter 392 000 $. Et là, on est très prudent au niveau des statistiques. Donc, il y a même pour un certain nombre de produits, vous pouvez ici, par exemple, donc le Maroc exporte, comme vous pouvez le voir, le Maroc exporte, bon, il y a un potentiel d'exportation de 8 700 000, alors que le Maroc exporte déjà 9 100 000. Vous voyez donc que c'est indicatif et c'est très prudent, mais ça donne quand même une estimation très prudente de ce que le Maroc peut exporter. Alors, les ciments non pulvérisés également, un potentiel très important. Les jeux et fils pour bougies d'allumage. Vous avez les tableaux et appareils similaires pour la commande de distribution électrique. Et là, vous voyez, en fait, à chaque fois, on vous donne le potentiel et on vous donne ce que le Maroc exporte. En potentiel pour les acides phosphoriques, le Maroc n'exporte pas, alors que le potentiel est de 752 000. Vous avez les tomates, pour ceux qui s'intéressent aux produits agricoles. Vous avez les maquereaux congelés. Vous avez les tours et pylônes en fer ou en acier. Alors, il y a de tout, en fait. Il y a plein de produits. Alors, vous pouvez même affiner cette recherche en choisissant votre produit, parce que là, c'est un webinaire multisectoriel qui s'adresse à des participants qui viennent de secteurs différents. Donc, je ne peux pas me limiter à un seul secteur. Mais si c'était le cas, si les participants venaient du même secteur, j'aurais affiné davantage pour avoir les produits qui relèvent du même secteur et avoir beaucoup plus de produits présentés en termes de potentiel quantifié. Alors, les secteurs à fort potentiel pour les importateurs marocains, parce que lorsqu'on s'intéresse à un marché, donc aujourd'hui on parle d'intégration dans les chaînes de valeur, il ne s'agit pas juste de chercher des marchés pour l'exploitation, il s'agit également de chercher des sources d'approvisionnement moins chères ou qui présentent en fait, qui offrent une qualité meilleure. Donc, il est possible pour un certain nombre d'importateurs marocains de trouver également des opportunités à partir du pays. Et là également, en fait, même le tarif, même en fait je dirais, principe, schéma qui nous donne un aperçu. Vous avez le thé noir
étaient fermentés et non fermentés avec des emballages supérieurs à 3 kg, le marché est aujourd'hui exploité à 6%. Alors, si nous allions vers, encore une fois, la table interactive pour ce que le Maroc peut importer, alors vous avez ici, le Maroc importe aujourd'hui 222 000 dollars, alors que le potentiel est de 3,7 millions et le potentiel exploité de 3,4 millions. Donc, café non torréfié, le Maroc n'importe aujourd'hui que 2% des potentiels possibles. Alors, sans remoulage et autres, alors un potentiel également très important. Coco, qui constitue le deuxième produit que le Maroc importe à partir de… En fait, le premier produit que le Maroc importe à partir du Kenya. Vous avez les graines de légumes ensemencées, vous avez les timbres postes fiscaux, etc., parce qu'ils ont une industrie d'impression très redoutable, hein, très compétitive. Vous avez les gommes à mâcher, vous avez les acides sulfuriques, il y a tous les produits pratiquement que le pays, en fait, je vous ai dit que c'est une économie très diversifiée, il y a plein de produits et ils sont très compétitifs par rapport à un ensemble de produits. Vous avez l'avocat également, les avocats frais ou secs, vous avez les véhicules pour le transport supérieur à 10 personnes, qui font beaucoup de montage également, ainsi de suite. Donc, vous voyez en fait que également le potentiel n'est pas seulement pour les exportateurs, mais également pour les importateurs. Alors, cela dit, il faut reconnaître qu'il y a des contraintes et qu'il y a des facteurs de blocage aujourd'hui des échanges maroco-kenyans. Il y a parfois en fait de faux prétextes, mais bon, j'ai failli peut-être parler de faux prétextes quand on parle de l'éloignement géographique, lorsqu'on se compare par rapport à l'Inde, à la Chine, aux États-Unis, parce que vous allez me dire, en fait, l'Inde est tout proche, parce que là, il faut juste longer l'Arabie et on y est, hein, c'est toujours l'océan Indien. Bon, mais les États-Unis, c'est de l'autre côté, hein, c'est l'autre côté, en fait, de la planète. Alors, l'éloignement géographique, oui, ça pose un ensemble de problèmes, mais qui ne sont pas insurmontables. Culture anglo-saxonne, oui, là, c'est en fait un facteur de blocage, parce que là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas parlé de l'anglais hein, comme langue des affaires. J'ai parlé de la culture anglo-saxonne et j'ai failli mettre mentalité anglo-saxonne. Alors, il faut s'adapter à la mentalité anglo-saxonne de faire des affaires, qui n'est pas la mentalité francophone, qui n'est pas la mentalité ouest-africaine. Donc là, il y a quand même… Nous sommes, d'ailleurs, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes tellement formatés sur la mentalité de l'Union européenne et surtout francophone, qu'il nous est assez difficile de nous adapter à d'autres mentalités. Donc, c'est un effort à faire pour s'adapter à la culture afro-anglo-saxonne. Donc, extrêmement important quand même à prendre en considération. Mais je dirais, cette adaptation, encore une fois, n'est pas impossible. Donc, il suffit de faire quelques voyages au Kenya pour s'imprégner justement de cette culture et de savoir quelles sont les bonnes pratiques pour faire des affaires au Kenya. Absence de vol direct à partir du Maroc. Alors, il y avait un vol de Royal Air Maroc avec une escale sur N'Djamena au Tchad, mais qui a été suspendu en fait, en 2019, je crois, en fait en 2020 plutôt, avec le début de la pandémie, qui n'a pas repris depuis. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, pour se rendre au Kenya, il faut passer par d'autres aéroports, soit européens, soit le Caire, soit Doha, soit Abu Dhabi, soit Dubaï, soit Johannesburg ou d'autres aéroports. Timide présence bancaire marocaine dans le pays. Donc, des trois banques marocaines qui se sont africanisées hein, le plus, Attijari, la Banque Populaire et Bank of Africa. Il n'y a que Bank of Africa qui est sur le pays, qui est Bank of Africa Kenya, et qui, donc la succursale, a été héritée après l'absorption de Bank of Africa par le groupe BMCE. Donc, cette succursale, quand même, joue un rôle très important et pourrait jouer un rôle très important pour aider les exportateurs marocains et les importateurs marocains et les gens d'affaires marocains pour pénétrer le marché. Bonne nouvelle également, il y a une ambassade marocaine à Nairobi
avec un service commercial actif qui pourrait vous aider également lors de vos déplacements dans le pays. Alors, transport routier, du fait de l'éloignement géographique, le transport routier est impraticable actuellement, du fait de l'éloignement, mais également des postes frontières à traverser, de l'insécurité. En fait, je reviendrai tout à l'heure sur le problème de la sécurité. Si je ne le fais pas, je vous prie de vous poser la question parce que c'est un problème très important quand même à prendre en considération pour les gens d'affaires qui se rendent au Kenya. Absence d'un cadre juridique bilatéral, parce qu'il n'y a pas de convention aujourd'hui bilatérale entre le Maroc et le Kenya pour encadrer les échanges commerciaux. Très faible communauté marocaine installée au Kenya, il n'y en a pas beaucoup en fait. Quand j'y étais, j'ai rencontré quelques Marocains, mais pas tant que ça. Et surtout, méconnaissance mutuelle. Donc, c'est que nous ne savons pas grand-chose du Kenya, de ce qui fait le succès sur le marché kényan, et les Kenyans non plus ne nous connaissent pas beaucoup. Donc, c'est en fait une méconnaissance, je dirais, réciproque. Alors, comment faire des affaires au Kenya aujourd'hui? En fait, d'abord, l'accès au marché, il ne faut pas oublier que le Kenya, comme je l'ai dit, est membre d'un certain nombre d'organisations et d'un certain nombre d'accords commerciaux régionaux. Alors, le Kenya, comme le Maroc, est membre de l'OMC et il est assujetti aux mêmes contraintes que le Maroc par rapport au respect des tarifs consolidés, au respect de la clause de la nation la plus favorisée, le principe de la non-discrimination, le principe d'habilitation, etc. En fait, tous les principes de l'OMC s'appliquent au Kenya comme ils s'appliquent au Maroc et à tous les autres pays. Le marché commun d'Afrique orientale et australe, COMESA, c'est un marché qui est composé quand même d'un certain nombre de beaucoup de pays, en fait. Je dirais que l'un des pays je suis désolé de le dire, je ne sais pas si c'est en fait, deux concurrents qui ont rejoint, qui font partie de la COMESA sont l'Égypte et la Tunisie. Alors, la Tunisie fait partie aujourd'hui de la COMESA et puis bénéficie d'un certain nombre d'avantages dont nous ne pouvons pas bénéficier au Maroc. Alors, la Tunisie a choisi d'intégrer la COMESA, le Maroc a choisi la CEDEAO. Alors, ça a marché pour la Tunisie, jusqu'à présent, ça n'a pas marché pour le Maroc. Alors, il fait partie également de la communauté est-africaine qui est un TEC. Tout à l'heure, je parlais de tarifs extérieurs communs. Donc, tant que les pays de cette communauté n'auront pas ratifié l'accord, il ne pourra pas être appliqué. Et puis, il fait partie de l'Union africaine, comme le Maroc d'ailleurs. Le Kenya bénéficie également d'un certain nombre d'accords de partenariat économique avec l'Union européenne, ce qui les privilégie également pour vendre leurs produits sur le marché de l'Union européenne. Et ils sont éligibles au programme AGOA, pour African Growth and Opportunity Act des États-Unis, qui en fait finance un certain nombre de projets de développement au Kenya et également donne un certain nombre de privilèges pour entrer sur le marché américain, etc. Et il fait partie du système de préférence généralisé de l'Union européenne en tant que pays en développement. Alors, lorsqu'on regarde en fait cette carte, on voit quels sont les pays avec lesquels le Kenya est rattaché par des accords commerciaux, pas des accords Là, on exclut le système généralisé de préférence de l'Union européenne. On est en train de parler juste des accords commerciaux qui sont signés par le Kenya. Alors, vous voyez que le dernier en date, c'est avec le Royaume-Uni après le Brexit. Alors, si on allait à la carte, il me reste combien de temps juste pour que je puisse… Allez-y, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Merci. Alors là, si on allait à cette carte interactive sur le site de l'OMC, alors pour nos amis participants, je crois que la SMEX va partager avec vous une copie de ces slides comme on l'a fait la dernière fois avec les gens de la Guinée. À chaque fois, je vous ai mis les renvois de manière à ce que vous puissiez aller vers ces sites-là et voir. Alors, vous voyez, par exemple, on a ici le Maroc. Lorsqu'on clique sur le Maroc, il nous sort tous les pays avec lesquels vous voyez le Maroc est bien connecté avec un ensemble de pays avec des accords commerciaux, pas nécessairement des accords de libre-échange, mais on parle d'accords commerciaux régionaux. Certains de ces pays sont membres de l'OMC, d'autres ne le sont pas. Par contre, lorsqu'on essaie de voir Kenya, par exemple, le Kenya, voilà le Kenya. Alors, vous voyez, en fait,
la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. OK, donc, vous voyez ici un ensemble de pays avec lesquels le Kenya est connecté. Si on clique sur le profil du Kenya, on va voir le document que je vous ai montré tout à l'heure, le profil commercial, le document avec les importations, les exportations du Kenya, etc. Mais ce qui est encore intéressant à ce niveau-là, alors, donc il faut que je retourne à ça pour chercher encore la page. Alors là, lorsqu'on voit, comme je vous disais, le Kenya, on clique sur le profil, ça nous donne plein d'informations sur le profil commercial, comme on l'a vu, mais également le profil tarifaire pour chercher le tarif concernant votre propre produit, l'examen des politiques commerciales, l'analyse des droits préférentiels. Et vous avez donc les accords dont le pays fait partie. Vous avez la communauté d'Afrique de l'Est. Vous avez le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA. Et vous voyez ici que nous avons comme vous pouvez le voir, la Tunisie, qui fait partie des pays membres. Okay, en fait, tous ces pays sont signataires. Donc, la Tunisie qui est là. Vous voyez la communauté d'Afrique de l'Est également, en un ensemble de pays. Alors, vous avez le Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie qui font partie de cette communauté. D'accord? Donc, c'est un accord plurilatéral et c'est une union douanière. Alors, union douanière, quelle est la différence entre union douanière et zone de libre-échange? C'est qu'au niveau d'une zone de libre-échange, il y a libre circulation des biens et des services. Au niveau de l'union douanière, en plus de la libre circulation des biens et services, il y a l'adoption d'un tarif externe commun. Donc, c'est le même tarif extérieur commun que les pays membres adoptent. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le Kenya ne peut pas appliquer aujourd'hui la ZLECAf parce qu'il faut que les autres membres fassent également la même chose du fait de leur appartenance à cette union douanière. Alors, vous avez ici le dernier accord avec le Royaume-Uni, et vous avez les différentes accessions au niveau du Burundi, Rwanda à la communauté d'Afrique de l'Est. Vous avez l'adhésion de l'Égypte à la COMESA, vous avez l'adhésion des Seychelles également à la COMESA, etc. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne les différentes adhésions ou les différents memberships. Donc, je ne suis pas revenu malheureusement. Alors, différents memberships du pays. Alors, pour le doing business, le Kenya est bien positionné. Alors, pour un certain nombre de paramètres, le Kenya est positionné premier, comme vous pouvez le voir, pour la protection des investisseurs minoritaires. Le Kenya a une réglementation qui protège les investisseurs minoritaires, qu'ils soient étrangers ou locaux. Vous avez l'accès au crédit relativement facile. Donc, le Kenya est positionné quatrième. D'ailleurs, au niveau des paiements, il y a beaucoup de gens qui ont peur du problème de non-paiement. Le système M-Pesa a été inventé au Kenya. Le mobile payment en Afrique a commencé au Kenya. Donc, c'est un pays qui est très développé pour tout ce qui est paiement mobile, pour tout ce qui est protection des paiements, etc. Par contre, il est encore un peu difficile au Kenya de créer une entreprise. Donc, les procédures restent quand même un peu tatillonnes. Et également pour enregistrer la propriété, mais une fois la propriété enregistrée, elle est très bien protégée. C'est en fait le revers positif de la médaille. Alors, au niveau du commerce à l'étranger, il y a encore un certain nombre de procédures qui sont assez tatillonnes, mais qui présentent, je le dis pour les avoir testées, qui offrent l'avantage de la transparence. Donc là, c'est un système qui est très transparent. On sait ce qui nous attend, on sait quelles sont les réglementations et on a une transparence quasi totale à ce niveau-là. Alors, vous voyez ici, sur le site de Kentrade, de Infotrade, Infotrade Kenya, vous voyez la référence ici, vous avez pratiquement tout ce qu'il faut pour pouvoir importer au Kenya. Ça, c'est dans la perspective de quelqu'un qui est installé au Kenya, qui voudrait importer des véhicules à moteur, des produits pharmaceutiques, de la semence, etc., de l'électroménager électrique, des friperies, etc. Donc là, qu'est-ce qu'il lui faut? Et puis, quelqu'un qui veut exporter
du café, des avocats, du thé, etc. Alors, si on allait vers le site, donc je clique, on va sur le site et vous allez voir en fait que ça offre un ensemble. Vous avez en fait le site InfoTrade Kenya. Vous avez en fait, on vous donne pratiquement donc un step-by-step guide on foreign trade procedures. On vous donne pratiquement toutes les informations concernant sur les produits. Donc, il suffit, si vous voulez par exemple faire une recherche pour votre propre produit, vous entrez le système, en fait, vous entrez le code du système harmonisé de votre produit. Faisons un petit essai. Hein, si par exemple, je choisis ici le 160416 hein, pour les anchois marinés, par exemple. D'accord non, attendez, là, je crois que je me suis trompé. Il fallait que je commence par là. Donc, le système du système harmonisé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 160416 pour les préparations d'anchois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, on filme sur ça. D'accord? Et puis, je fais une recherche. Je fais une recherche et là, il me sort pratiquement tout ce qui concerne donc, vous sélectionnez le produit, il vous sort là, parce que là, au niveau de… Vous avez en fait Samaki, hein, c'est le fiche, vous voyez en fait l'influence de l'arabe encore une fois. Alors là, il vous sort deux codes qui correspondent globalement au produit, soit la chair, soit le produit traité. Alors, on choisit ça. Et puis, il vous sort, c'est un peu quand même un peu long. Vous voulez exporter ou vous voulez importer. Alors, si on met par exemple, je veux importer au Kenya, hein, mettez-vous dans la perspective du Kenyan, hein, pas du Marocain. Et là, il vous donne pratiquement toutes les autorisations nécessaires, la réglementation, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le processus, le rapport d'inspection, les permis et autorisations. Vous avez en fait le passage en douane, vous avez les procédures pour quelqu'un qui est novice, hein, qui n'a jamais importé ce produit, etc. Mais si nous revenions en fait à la page que je voulais montrer au début, vous avez ici tout ce qui concerne l'importation, tout ce qui concerne l'exportation. Alors, on met par exemple l'importation de produits pharmaceutiques et il vous sort, là, il vous donne en quelque sorte des informations qui sont déjà prêtes, et il vous sort pratiquement tout ce qui concerne l'importation de produits pharmaceutiques, donc les autorisations et les inscriptions préliminaires, les licences, les certificats, les permis, le passage aux douanes, etc. Donc, il vous donne pratiquement tout ce qu'il faut, avec même vous avez en fait des textes juridiques, il vous les sort. Qu'est-ce que vous devez faire comme importateur? Donc, c'est ce qui explique en quelque sorte le classement 114, je crois, du pays pour en fait la complexité de faire des affaires d'import-export. C'est parce qu'il y a beaucoup de procédures, mais tout est clair. Hein. Vous avez pratiquement tout ici. Et là, croyez-moi, il n'y a pas de surprise par la suite. Donc, vous avez les permis, vous avez pratiquement tout. Et même si vous êtes nouveau, vous n'avez pas besoin de faire toute la procédure. On vous facilite la chose. Donc, en tant qu'exportateur marocain, ça vous aide beaucoup à ce niveau-là pour que vous puissiez comprendre les attentes de l'importateur. Alors, on était ici, donc, vous voyez en fait un site qui est quand même très, très intéressant, avec les certificats d'origine, pratiquement tout. Vous avez les certifications demandées dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Vous avez les certificats qui sont demandés pour l'Union européenne, certificats qui sont demandés par la COMESA, certificats dans le cadre de la GOA, dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Alors, la taxe, la TVA au niveau du Kenya est de 16%, c'est le taux régulier, mais ça ne s'applique pas à un certain nombre de produits comme le carburant pour moteur, carburant d'aviation, le gazole, le gaz naturel, etc. Et vous avez un certain nombre d'éléments qui sont détaxés, comme les biens et services fournis aux zones franches d'exportation, transport international des passagers, etc. Et vous avez des biens qui sont exonérés même de la TVA. Alors, les produits agricoles non transformés, l'ibosol, de radiogoniométrie, je vous assure que je ne sais pas ce que c'est, hein. Les bagages des passagers, les services financiers, les assurances, etc. Tous ces produits sont exonérés de la TVA. Mais il y a quand même un mais, parce qu'il y a une taxe de déclaration d'importation
qui est perçu sur toutes les importations à 3,5%, sauf pour les matières premières, où le taux est de 1,5%. C'est l'équivalent, si vous voulez, de notre prélèvement fiscal à l'importation. Notre pays fait de 0,27%. Eux, ils appliquent 3,5% à ajouter, bien entendu, aux éventuels droits de douane et à la TVA de 16%. Alors, il y a une taxe de développement ferroviaire qu'ils prélèvent sur pratiquement toutes les importations, qui est de 2%, et 1,5% dans certains cas pour certains produits qui sont de première nécessité dans le pays. Et vous voyez en fait que ça revient finalement à peu près 20%, sinon un peu plus. Donc, autant savoir ce qui nous attend lorsqu'on veut exporter sur le marché kényan. Alors, une comparaison de la fiscalité des entreprises au niveau du Kenya. Alors, le nombre de paiements, donc les taxes, c'est 24 taxes qui sont payées au Kenya par an, alors qu'en Afrique subsaharienne, la moyenne est 36,6, aux États-Unis 10,6 et en Allemagne 9. Vous voyez quand même le temps requis pour les formalités administratives en heures, 179 contre 284 en Afrique subsaharienne. Donc, c'est mieux que plusieurs pays, mais c'est un peu moins bien qu'aux États-Unis. Ça reste quand même assez élevé. Et mieux qu'en Allemagne. Donc, vous voyez qu'en Allemagne, c'est un peu plus. Alors, montant total des taxes en pourcentage des profits, ça reste quand même assez compétitif par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne et comme l'Afrique subsaharienne. Alors, vous avez ici les taxes sur le revenu des personnes. Vous avez un taxe progressive de 10 à 30%, donc un barème. Vous avez comment ça se décompose, etc. Alors, voyage d'affaires au Kenya, et je suis désolé en fait d'avoir été un peu long, mais le sujet me passionne tellement que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Alors, du fait du climat dans le pays, il est recommandé d'y aller soit en janvier et février, où il fait très beau, soit en été, soit en été, surtout pour si vous voulez faire des safaris et tout, donc il ne fait pas très chaud. C'est quand même assez commode comme température. Par contre, en mars, avril et mai et en octobre jusqu'à décembre, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, ce qui peut vous incommoder si vous devez vous déplacer. Donc, la pluie, les averses sont très fréquentes et très généreuses de mars à mai et également d'octobre à décembre. Alors, les compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Nairobi avec des escales à partir du Maroc, vous avez Egyptair avec une escale au Caire et vous avez Saudi Airlines avec une escale à Jeddah. D'autres compagnies, si vous voulez faire une escale quelque part en Europe, vous avez la Turkish, vous avez Air France, vous avez le Qatar Airways avec une escale à Doha. Vous avez Ethiopian Airlines qui est très bon. Il y a un certain nombre de sites qui recommandent très chaudement Ethiopian Airlines pour un excellent rapport qualité-prix. Vous avez la Lufthansa, British Airways, Emirates, KLM, China Southern Airlines qui ne vient pas au Maroc, et vous avez la Suisse également. Donc, voici en quelque sorte les avions pour quelqu'un qui voudrait programmer un voyage d'affaires au Kenya. Alors, concernant le transport maritime, il y a toujours une escale, il n'y a pas de ligne directe Casablanca, Mombasa ou Tangimed, Mombasa. Il y a toujours une escale quelque part, mais à vous de choisir. Donc, pour le coût le moindre, mais en fait, le transit time est de 43 jours. 43 jours, hein, c'est beaucoup, hein, surtout s'il s'agit d'un produit périssable ou un produit avec une DLC limitée, hein, comme par exemple pour un certain nombre de produits agroalimentaires, dont la DLC est généralement de 6 mois. Si vous perdez 2 mois entre le transit time et les procédures en douane au Maroc et à Mombasa, là, il ne vous reste plus que 4 mois de vie d'étalage. Alors, si on allait vers ce site-là pour voir les différentes possibilités, alors vous avez l'alternative que je viens de vous présenter. Vous avez également la possibilité Casablanca-Mombasa avec un transit time de 15 jours,6.
D'accord? Alors là, bon, si vous avez les détails, vous cliquez sur ça. Donc, je vous laisse partout en fait, les liens pour que vous puissiez aller voir ça vous-même. Vous avez une escale à Valence et à Jeddah. D'accord? Donc, Valence, Jeddah, puis Mombasa, okay, à travers le canal du Suez. Vous avez transit time de 15,2 jours avec Tanger, Med, Port Said, au Caire, et puis Khartoum, et puis Juba, et puis Mombasa. Et puis vous avez également, si vous êtes pro-écologie, alors Casablanca, Valence, Jeddah, Jeddah, Mombasa, alors 43 jours, donc si vous avez le temps, etc. Donc voici en quelque sorte les différentes alternatives pour une personne qui voudrait exporter par voie maritime. Mais je vous l'ai dit, quand même, il faut considérer la possibilité pour les produits périssables. Ça n'est pas très pratique pour les produits périssables, pour les produits qui ont une durée limite de consommation qui est très limitée. Alors, pour le voyage d'affaires, il est préférable, il est recommandé de faire coïncider ça avec la tenue d'un salon sur place. Alors, vous avez 42 salons de renommée internationale qui se tiennent au Kenya. Alors, allons les voir. Également, vous avez en fait les salons ici pour un ensemble de pays, mais là, on s'intéresse au Kenya. Donc, vous pouvez choisir en quelque sorte le mois qui vous convient pour participer. Vous voyez déjà, en fait, juillet à septembre, bon, il y a très peu, du fait justement de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais également décembre également janvier, il n'y a pas grand-chose. Donc, d'où ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la programmation en fait, à une période qui coïncide avec un salon. Donc, si vous y allez, par exemple, en janvier, et puis il n'y a pas de salon, ça serait dommage. Donc, il faut que vous choisissiez ça de manière à coïncider avec un salon qui est sur place. Alors, vous avez en fait ce salon de la floriculture. Vous avez tout ce qui concerne en quelque sorte les produits propres et d'hygiène, produits pro-santé, etc. Vous avez le food agro pour l'agroalimentaire qui se tient en juin, le 9 juin 2022, donc qui dure pendant 3 jours. Alors, vous voyez ici, donc, on va essayer de voir le lieu, en fait, ça se tient ici. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le site, vous avez le email et on vous suggère même de vous trouver un hôtel, etc. Et puis, l'organisateur, c'est quelqu'un aux Émirats, ainsi de suite. Donc, vous avez quand même toutes les informations concernant la participation à un salon qui correspond à votre produit ou à votre activité. Alors, les bonnes pratiques et aspects culturels des affaires au Kenya, et je terminerai par cette partie, en fait, qui est l'une de mes favorites. Alors, premièrement, il est extrêmement important pour gagner du temps et maximiser les chances de réussir et de succès au Kenya de bien se renseigner avant d'y aller. Alors, bien se renseigner auprès de quelqu'un qui connaît le marché ou de l'ambassade du Maroc à Nairobi. Alors, généralement, les Kenyans accordent beaucoup d'importance au relationnel. Donc, c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important en fait, de faire partie d'un réseau ou d'être recommandé par quelqu'un qui est bien introduit, qui connaît le marché, etc. Alors, le système bancaire kenyan est solide, c'est un très bon système par rapport à d'autres pays subsahariens. Très peu de problèmes de paiement. Donc, généralement, il est d'usage d'accorder un crédit de 90 jours et la monnaie de référence pour les contrats la monnaie de référence dans laquelle les contrats commerciaux généralement sont libellés, c'est le dollar américain, mais l'euro est en train de faire une percée et de plus en plus accepté. Donc, bien entendu, on pourrait vous suggérer le paiement en shilling kenyan, mais c'est déconseillé parce que ça n'est pas une monnaie forte. Donc, il est préférable de choisir soit l'euro, soit le dollar américain plutôt que le shilling. Alors, selon BPI France, qui recommande fortement et chaudement le marché kenyan, dans le cadre d'une première commande, généralement, il faut demander un paiement comptant, donc les gens le comprennent, ou un crédit documentaire irrévocable et confirmé.
Bon, sauf que crédit documentaire irrévocable et confirmé n'est pas connu au Kenya. On parle de lettre de crédit. Hein. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui pensent que la lettre de crédit, c'est la même chose que le crédit documentaire. Non, ça, en fait, ça apporte le même apaisement, la même garantie, mais ce n'est pas la même chose. On pourrait y revenir plus tard. Alors, soit un crédit documentaire, soit une lettre de crédit, généralement de 90 jours. Les virements SWIFT sont très répandus, fiables, très connus dans le pays, etc. Mais une fois la relation de confiance établie, il faut être prêt à passer à d'autres formes, à d'autres modalités de paiement, comme l'encaissement documentaire avec lettre de change sur 90 jours. Les chèques de banque sont peu utilisés, hein, mais ils restent envisageables si la qualité de la banque n'est pas très… en fait, la banque n'a pas pignon sur rue, une banque n'est pas très connue, mais comme je vous ai dit, il faut soit demander un paiement d'avance, paiement au comptant. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais si je demande un paiement au comptant, je fais assumer le risque à l'importateur kényan qui, lui, ne va pas accepter. Il y a toujours ce qu'on appelle la garantie de restitution d'acompte que vous pouvez lui envoyer de sa banque, par votre banque, de manière à ce qu'il puisse être assuré qu'il va, en fait, que la compte qu'il vient de vous faire lui sera restituée si jamais vous n'exécutez pas votre engagement. Alors, considération culturelle, donc vous voyez, en fait, je suis ici avec une troupe kenyane lors d'un récent déplacement, en fait, récent façon de parler, ça remonte quand même au début de 2019. Alors, généralement, en dehors des grandes agglomérations, les Kenyans sont des gens qui sont timorés, qui sont timides et qui ont des a priori négatifs sur les étrangers. Donc, c'est à vous de prendre l'initiative de faire le premier pas et puis d'établir cette relation de confiance avec les Kenyans. Alors, en dehors des plages et des bords de piscine des hôtels pour occidentaux, il faut porter une tenue discrète. Pas de shorts, même dans les grandes villes. Les shorts sont à proscrire. C'est une question de respect. Les gens le prennent mal que vous circuliez en short. Donc, tenue vestimentaire conservatrice s'impose. Et puis, une fois le premier contact bien établi, les Kenyans posent beaucoup de questions. Ils sont curieux, mais ne le prenez pas mal. Ils vont poser des questions sur le pays, sur votre pays, sur le Maroc, sur la culture marocaine, sur l'islam, sur plein de choses. Parfois, ça paraît indiscret aux étrangers, mais sur leur façon de faire. Et en retour, ils s'attendent à ce que vous leur posiez toutes sortes de questions sur leur culture, mais tant et aussi longtemps que vous ne vous moquez pas et vous ne portez pas de jugement de valeur. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, sauf les questions politiques. On y reviendra tout à l'heure. Donc, vous voyez là au fond, lors d'une formation sur place. Donc, curiosité, c'est bien, mais il faut éviter un certain nombre de sujets tabous, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, les Kenyans apprécient beaucoup l'initiative que certains étrangers prennent d'apprendre quelques mots en Kiswahili. Alors, il y a, en fait, si vous faites ça, ils vont beaucoup apprécier. Et ça sera en quelque sorte la base d'un premier contact et d'une première, je dirais, construction d'une relation durable. Alors, Hakuna, bon, quelques mots avec leur équivalent en français. Alors, vous avez Hakuna Matata, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, en fait, ça a été le célèbre refrain en fait, du Roi Lion dans le fameux film de Disney. Hakuna Matata, c'est du Swahili qui veut dire tout va bien. Alors, Karibu, ça veut dire bienvenue. Bonjour, ça veut dire, en fait j'ai inversé, désolé, en fait, Jambu, ou Jambu Salama. Vous voyez, en fait, là, encore une fois, je vous ai dit que deux langues ont fortement influencé le Kiswahili, à savoir la Batoune et l'arabe. Alors, Salama, bonjour, c'est comme salam. Comment vas-tu? Habari Gani. Bien, Nzuri. Au revoir. Alors, s'il s'agit d'une personne Kwaheri, plusieurs personnes Kwaherini. Alors, à plus tard, Tutaunana. Ravi de te rencontrer, Nafuarai Kakwana.
bonne nuit, lalla salama. Vous voyez en fait là, encore une fois l'influence de l'arabe. Alors oui, ndio, etc. Donc il suffit en fait d'apprendre 2-3 mots hein, juste pour. Vous voyez en fait quelques mots en arabe. Donc s'il vous plaît, tafaddali, ok sawa, pardon, samahni, de rien, starahi, bon, starihi, starih. Alors, peux-tu m'aider? Tafaddali, naomba msaada, vous avez musaada, etc. Vous avez la fièvre, humma. Alors, vous voyez en fait qu'il y a beaucoup de mots quand même qui proviennent de l'arabe. Alors, les questions politiques doivent être évitées. Si les questions sur le sujet sont abordées en votre présence et on vous invite à intervenir, essayez de ne pas donner votre avis, restez neutre. Restez neutre et en fait, prétexter ne pas connaître l'environnement politique du pays, ne pas parler bien entendu des Pandora Papers, ne pas parler des fraudes, ne pas parler en fait, de la corruption. Ce sont des sujets tabous, hein, que même si les Kenyans aiment parler de tout, venant d'un étranger, c'est très offusquant. Alors, si vous devez donner un cadeau, donnez-le toujours à la personne la plus placée, hein, que le directeur de l'entreprise ou le président, éventuellement, le chef de village, le chef de la délégation, etc. En traversant, ça c'est quelque chose en fait qui est extrêmement important. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont eu des accidents au Kenya. C'est parce qu'en traversant, on a le réflexe de regarder à gauche avant de traverser. Au Kenya, il faut regarder à droite parce que les gens, justement, conduisent à gauche. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui ont été fauchés lors d'un passage, en fait, de leur traversée d'une route ou d'une rue, etc. Il faut faire très attention et ne pas oublier que les Kenyans conduisent à gauche. Alors, j'avais promis de parler de la sécurité, hein, que sécurité, ça laisse quelque peu à désirer. Alors, vous allez voir une présence sécuritaire très développée, très marquée, très remarquée surtout. À l'entrée des hôtels, donc si vous devez déposer quelqu'un devant l'hôtel, par exemple, on ne vous laissera pas entrer votre voiture. Si vous devez faire entrer votre voiture, la voiture sera soumise à un contrôle très, très poussé, très marqué. On va même se pencher en bas pour voir s'il n'y a pas de bombes, etc. Donc, il ne faut pas oublier que le Kenya a connu les attentats contre l'ambassade des États-Unis. Je ne me rappelle plus en quelle année, mais de toute façon, c'est encore très présent dans les esprits. Mais également la proximité de la Somalie. Il y a des attentats de temps en temps. Vous vous rappelez, en fait, il y a quelques années, l'attentat du centre commercial de Nairobi par les Shabab, le mouvement somalien. Il faut faire, en fait, on l'a fait en représailles de l'invasion de la Somalie par les troupes kenyanes. Ces attentats sont toujours présents dans les esprits des Kenyans. Et là où vous voulez entrer, certainement, on va vous soumettre quand même à un contrôle de sécurité. Alors, c'est pour votre bien, ne le prenez pas mal, mais vous allez quand même voir que c'est quelque chose qui est très présent au Kenya, soit pour rentrer à l'aéroport, soit pour rentrer dans un hôtel réputé, etc. Je terminerai sur cette slide, le modèle de Hofstede, Geert Hofstede, qui a choisi 4 dimensions pour comparer les cultures entre elles. Parce que vous savez qu'on ne peut pas comparer les cultures entre elles. Ça reviendrait à ce que Goldschmidt appelait comparer des oranges et des pommes. Il faut comparer ce qu'on appelle en anthropologie les équivalents fonctionnels. Donc, équivalents fonctionnels, Geert Hofstede en a inventé 4 avant de le rajouter 2 plus tard, hein, à savoir l'orientation à long terme et l'indulgence. Mais on va se limiter aux dimensions pour lesquelles existent des données dans le modèle de Hofstede. Donc, la première, c'est la distance hiérarchique. Comment les gens perçoivent la stratification de la société, mais également la distance hiérarchique dans les entreprises. Alors, vous voyez que le Maroc et le Kenya scorent la même chose. Donc, nous avons le même respect de la hiérarchie, même acceptation de la stratification sociale et la stratification organisationnelle. Vous voyez en fait on voue un respect
solennel au patron. On ne peut pas le regarder dans les yeux, on ne peut pas débarquer dans son bureau en l'appelant, en le tutoyant, etc. La même chose au Kenya, donc il y a un respect très important. Donc, individualisme, les Kenyans sont plus individualistes que nous. Okay? Individualisme versus collectivisme. Donc, pour les Marocains, donc, la famille a un rôle un peu plus important qu'on pouvait le voir qu'au Kenya. Donc, les gens au Kenya, du fait de cette culture protestante anglo-saxonne, les gens cherchent d'abord à être les meilleurs en classe. Donc, il y a un esprit d'émulation, de concurrence entre personnes qui est très important. Alors, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, c'est totalement l'inverse. Hein. Masculinité versus féminité. Alors là, bon, masculinité, ce n'est pas dans le sens d'être une société machiste, hein, c'est dans le sens de est-ce qu'on cherche à être le meilleur ou est-ce qu'on cherche d'abord la qualité de vie? Donc, est-ce qu'on cherche à s'enrichir soi-même ou est-ce qu'on cherche à avoir un environnement riche et de meilleure qualité? Donc là, les Kenyans, apparemment, veulent s'enrichir. Il y a un esprit, encore une fois, d'émulation et de concurrence, etc. Et puis, l'évitement de l'incertitude, contrôle de l'incertitude. Est-ce qu'on cherche à tout contrôler, à tout encadrer par des lois, des réglementations, chaque fois qu'on va quelque part, il faut un règlement intérieur, il faut un décret, il faut une réglementation, etc. Ça, c'est plus marqué dans les sociétés à tradition francophone, comme au Maroc, par exemple, comme en France, comme au Sénégal, etc. Par contre, dans les pays protestants et anglo-saxons, bon, comme au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et, au Kenya, en Australie, etc., non, on essaie en fait de définir un grand cadre et on laisse la liberté à l'intérieur. On ne veut pas tout encadrer, on n'a pas une loi qui incrimine la négation de la Shoah ou qui incrimine, si vous dites que, par exemple, Hitler n'a pas massacré les Juifs, vous allez en prison, comme c'est en France. Si vous dites que les Turcs n'ont pas commis de génocide contre les Arméniens, vous allez en prison. Non, on essaie dans le monde anglo-saxon d'être un peu plus ouvert et on laisse les gens établir leur propre code de conduite les uns envers les autres. Alors pour les autres, vous voyez en fait qu'au Maroc, on est court-termiste, hein, qu'on n'a pas une orientation à long terme, mais il n'y a pas de données là pour le Kenya. Mais pour le Kenya, je crois, connaissant très bien la culture kenyane, je crois qu'ils scorent mieux que nous, beaucoup mieux que nous, peut-être ils sont à 46 ou 50% pour l'orientation à long terme. Donc, voici rapidement ce que j'avais à vous dire concernant le faire des affaires avec le Kenya. Alors, en conclusion, le Kenya est un pays ouvert aux affaires avec beaucoup d'opportunités. L'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, les énergies, surtout renouvelables, parce qu'il y a un effort extraordinaire d'électrification rurale, le tourisme, les TIC, en fait, les technologies d'information et de communication, le secteur pharmaceutique, mais également les BTP. Hein. Les BTP, on fait des logements sociaux un peu partout. Et surtout, il y a un effort extraordinaire de pavage. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà rendus à Nairobi ou au Kenya en général. Si vous sortez du centre-ville, vous allez voir qu'il n'y a pas de trottoir. En fait, il y a le trottoir qui sépare la chaussée du dallage, mais il n'y a pas de dallage. Vous allez, en fait, il y a de la terre jusqu'à l'entrée des immeubles. Hein. Même des immeubles, vous avez parfois des gratte-ciels, mais il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais le pavement. Hein. C'est parce que lorsqu'on dit le trottoir, c'est les deux. Hein. C'est aussi bien la pierre de marquage que l'autre. Donc là, il y a un effort de dallage qui est en train de se faire aujourd'hui. Ces secteurs semblent être les secteurs qui présentent le plus de potentiel pour les entreprises marocaines, surtout à l'exportation, mais également l'importation pour tout ce qui est le thé, le café, l'ananas, l'avocat, etc. De nombreuses contraintes, dont l'éloignement géographique qui pose des problèmes du coût de transport, etc. Mais surtout, la nécessité de s'adapter à la mentalité afro-anglo-saxonne. Donc, c'est à mon avis, c'est la clé de sésame. Hein. Le dernier point, c'est la clé de sésame. Si on est désireux de s'ouvrir à l'apprentissage,
et de s'adapter à cette mentalité afro-anglo-saxonne, il n'y a pas de raison pour qu'on ne réussisse pas sur le marché kényan, comme l'ont fait avant nous les Indiens de l'Inde, comme l'ont fait les Chinois, comme l'ont fait dans une moindre mesure les Turcs, les Égyptiens, etc. Donc voici en gros ce que j'avais à vous dire concernant le faire des affaires avec le Kenya. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette présentation ou à d'autres points peut-être que je n'ai pas couvert au niveau de la présentation. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation qui est aussi complexe qu'intéressante, avec plein d'enseignements, plein d'exemples, plein de conseils, que ce soit homme ou femme d'affaires ou pour le tourisme. Enfin, vraiment, c'était un panorama à 360 degrés, bravo. Donc, peut-être que je vais profiter du fait que j'ai la parole pour poser une question avant que j'appelle bien sûr l'ensemble des participants à poser. C'est par rapport au digital, parce que, bon, comme vous le savez, je suis dans le secteur du digital et j'ai remarqué que... Je vous entends mal, Madame Karkay. Est-ce qu'il est possible de vous rapprocher Le son, le son. Le son, vous entend mal. Au maximum. Oui, maintenant c'est mieux. C'est mieux. Donc, je disais que, comme vous le savez, je suis dans le secteur de digital. Donc, je me permets de poser la première question. J'ai remarqué que les deux sites que vous avez présentés, je pense que ce sont des sites publics. Ils sont vraiment très, très bien faits, quoi. Vraiment, c'est vraiment très bien fait pour les investisseurs. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, vous avez parlé aussi de mobile payment. Est-ce que le pays, on peut dire qu'il est à peu près par rapport au Rwanda, qu'on donne toujours en exemple par rapport au niveau de digitalisation? Est-ce qu'on trouve ce même niveau à peu près au Kenya? Voilà, c'était ma seule question. Merci. Et je laisse bien sûr les autres poser des questions, comme ça vous pouvez répondre, surtout peut-être en une fois. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, s'il vous plaît? Donc, cela veut dire que c'était clair. Je pense que vous pouvez répondre. Ouais. Merci. C'est l'Arbi Kamoun. Asante Sibrahim. Alors, je suis très touché. Hein. Déjà, il utilise le Kiswahili. Là, très gentil, c'est l'Arbi. Ben, je crois qu'on attend. Oui, il y a quelqu'un. Madame Chebi veut poser une question. Madame Chebi. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie pour votre présentation, c'est Lali, et je remercie la SMEX pour le webinaire. Moi, je travaille surtout dans le service, c'est-à-dire le secteur de tout ce qui est conseil, formation, accompagnement dans les démarches de certification, et j'aimerais bien savoir si que ce soit le Kenya ou autres marchés africains, est-ce qu'ils ont un besoin, je dirais, est-ce qu'il y a des opportunités dans ce sens pour les cabinets marocains? Merci beaucoup. OK, merci. Autre question? Si quelqu'un souhaite poser une question, qu'il lève la main, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur Lassri. Allô? Monsieur Lassri, allez-y. Malheureusement, son micro ne marche pas. Il y a quelqu'un d'autre, donc... Est-ce qu'il est possible qu'il rédige la question? Il peut peut-être poser la question sur le chat par écrit. Allô? Monsieur Zakani? Oui, allez-y, oui. allez-y. Oui, bonjour, comment va? Ça va? Tout va bien? Ça va, merci. Oui, nous sommes une entreprise qui est à Casablanca qui fait la ventilation et la clim, ainsi que la filtration. Je veux savoir, est-ce que ce domaine-là, ça marche avec nous?
Je n'ai pas très bien entendu la question. J'ai dit, M. Belhassan, j'ai travaillé sur le Sénégal ainsi que le Gabon et la Côte d'Ivoire. Normalement, nous sommes une entreprise qui fait la ventilation et la clim. Est-ce que ce secteur, ça marche là-bas au Kenya? C'est Belhassan, est-ce que tu as entendu la question? Je n'ai pas très bien entendu. Alors, ils sont dans le secteur de la ventilation, donc ils travaillent sur le Sénégal, le Gabon. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités sur le Kenya pour ce secteur? Alors, pour la question de M. Lassri, donc il demande s'il y a une commission mixte entre le Maroc et le Kenya. Très bien, d'accord. On une autre question. Madame Malika Medawi. Oui. Madame Medawi. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Ouais, là c'est bon. Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier M. Brahim pour la présentation. Donc, c'était très enrichissante. Et deuxièmement, je veux en fait ajouter ma voix à la voix de la dame qui m'a précédée pour la question en fait, parce que vous avez bien détaillé, vous avez parlé en fait des produits et tout. Donc, aujourd'hui, on veut savoir et on veut avoir plus d'informations parce qu'on est intéressé par l'Afrique. Donc, on veut avoir plus d'informations sur le service. Donc, on a maintenant en fait des informations sur les produits qu'on peut en fait soit importer, soit exporter au Kenya. Maintenant, on veut, qu'en est-il en fait pour les services? Surtout que moi, je travaille en fait dans l'expertise en fait en assurance. On veut avoir plus d'informations sur ce secteur d'activité, surtout qu'on a en fait on a donc accumulé donc des expériences aujourd'hui que nous jugeons qu'on est en fait prêt pour donc exporter notre expertise et notre savoir. Et merci. Très bien. Alors, je crois qu'on est à 5 questions. C'est Belhassan, est-ce qu'on peut déjà… Oui, allez-y. Je répondrai par rapport à la commission mixte. Allez-y. D'accord, ok. Alors, je vous laisse peut-être commencer par ça. Oui, si vous voulez. En fait, comme j'ai expliqué peut-être au départ, mais il n'y avait pas tout le monde, l'idée par rapport à la commission Afrique que j'ai l'honneur de présider, c'est donc essayer déjà de diversifier les pays où les opérateurs marocains ont l'habitude de travailler, un petit peu comme l'Afrique de l'Ouest, mais diversifier déjà en deux temps. C'est-à-dire, premièrement, organiser des webinaires avec des experts qui maîtrisent très bien l'économie du pays, qui connaissent le pays, etc., pour savoir par la suite quels sont les secteurs ou les opérateurs qui sont intéressés. Et bien, par la suite, bien sûr, au niveau de la commission Afrique, où on pourra vous inviter si vous êtes intéressé, on pourra organiser donc des missions. Par exemple, l'année dernière, avec le Covid, on avait organisé des missions B2B, mais à distance, avec des prises de rendez-vous, etc., parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Mais depuis donc l'ouverture des ciels, on a commencé déjà à organiser, en partenariat avec l'ABDIE, donc des missions physiques. Rien n'empêche donc de faire de même pour le Kenya, bien sûr, s'il y a un intérêt de la part de nos membres. Voilà. Et ça fera bien sûr, ça sera toujours dans la commission mixte, dans la commission Afrique. Ce n'est pas la peine de multiplier. Moi, je suis une femme pour ceux qui me connaissent plutôt dans la pratique et dans l'action. Ce n'est pas la peine de multiplier des commissions. Une commission par pays, c'est au niveau de la commission Afrique qu'on pourra traiter justement pays par pays. C'est ça l'intérêt. Par exemple, là, j'ai retenu, si il a parlé qu'il n'y a pas d'accord entre les deux pays, etc. Donc, la SMEX, en collaboration avec le ministère de l'Industrie, a beaucoup de relations avec les différentes ambassades. La semaine dernière même, on a vu donc l'ambassade dans notre pays. Et donc là, on peut travailler sur des volets comme ça, s'il y a des volets réglementaires, des volets accords commerciaux, etc. On peut pousser dans ce sens-là. Voilà. Exact. Merci beaucoup, Madame Karkari. En fait, c'est vrai que moi, je suis un protagoniste en fait du faire mieux avec peu. Donc, la multiplicité des commissions ne fera que diluer l'effort.
et puis que de dupliquer en quelque sorte les efforts, d'autant plus qu'on a besoin des ressources de tout le monde et des efforts de tout le monde pour aller de l'avant. Cela dit, bon, il y a c'est juste pour prouver peut-être que la volonté y est, la volonté politique du moins, de même que la volonté économique, parce que je vous ai parlé en quelque sorte des relations, des délégations qui sont venues au Maroc, des délégations qui sont parties au Kenya. Mais en 2018, il y a une commission parlementaire maroco-kénienne qui a été créée. Je ne me rappelle plus du mois, je crois que c'était en avril ou en mai 2018, une commission parlementaire, en fait, parce que quand même, dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, le Maroc quand même est très actif. Donc, on a créé une commission parlementaire. Et puis, depuis, on a prévu de faire un certain nombre de choses. Alors, entre-temps, le Parlement a changé. Voilà, justement. Donc, le contexte mondial a changé. Mais peut-être, en fait, l'un des gains les plus importants de ce rapprochement sur le plan politique, c'est que le Kenya a quitté le camp de nos adversaires dans les forums mondiaux. Donc, ils ne soutiennent plus la position de nos voisins de l'Est. Et ça, c'est quand même un gain extraordinaire qu'on doit à la diplomatie marocaine, y compris la diplomatie parlementaire. Pour revenir aux différentes questions, donc secteur végétal et pour en fait, déjà pour les sites, tous les sites que j'ai cités ou que j'ai consultés sont des sites publics et gratuits. Alors, ça n'a pas été le cas il y a quelques années parce que nous devions payer un abonnement conséquent tous les ans pour avoir accès à ces informations qui sont très récentes, et des informations qui remontent à il y a 2 mois, 3 mois, des informations statistiques qui sont raffinées, qui sont fiabilisées, qui sont quand même vérifiées. Alors, tous les sites sont gratuits et puis on peut y accéder libre de charge. Pour le mobile payment, le système kenyan, au niveau de mobile payment et des opérations bancaires, est un système très performant. En fait, je dirais même un peu plus que le système rwandais. Pourquoi? Parce que c'est un système qui date, qui date déjà des années 90. En fait, des années 90, on a pris un ensemble de mesures pour assainir le secteur bancaire et pour mettre en place les balustrades nécessaires pour assurer le paiement des transactions et tout. Et on a commencé à innover. C'est la raison pour laquelle, pour le mobile payment, on est allé de l'avant et on a fait beaucoup de choses. Donc, je ne connais pas personnellement très, très bien le système bancaire rwandais, mais je peux vous assurer que le système bancaire kenyan n'a rien à envier au système des pays développés, y compris le système européen ou le système nord-américain. Concernant l'action de Mme Chahbi, pour ce qui est des opportunités pour les bureaux du conseil de formation, de certification et pour les services en général, oui, il y a des opportunités. Donc, des opportunités au niveau de l'accompagnement, au niveau de la certification, au niveau de la formation. Il y a plein d'opportunités à ce niveau-là. D'ailleurs, moi, en tant que cabinet de conseil de formation, j'essaie justement de percer. Je sais de quoi je vous parle parce que là, si le marché n'était pas intéressant, je ne m'y serais pas intéressé. Seulement, il y a un bémol. En ayant dit ça, il y a un bémol. C'est qu'il s'agit en fait d'un environnement de consommation de services qui est complètement différent de celui auquel nous sommes habitués. Donc là, on ne peut pas percer sans une connaissance interne et sans un partenariat interne. Donc, ce que je vous conseillerais peut-être, c'est de vous rapprocher de quelqu'un sur place pour que vous puissiez voir comment vous allez pouvoir développer une offre spéciale pour la région. Je ne dirais pas seulement pour le Kenya, parce que Kenya, Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda aujourd'hui, le système au niveau de la consommation du service se ressemble pas mal. Donc, développer une offre pour la région plutôt qu'une offre pour le pays. Mais là, il est primordial que d'avoir un partenaire local pour vous aider, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir percer, parce que c'est un système qui est habitué à d'autres façons de consommer le service, à d'autres façons de produire le service, et certainement, les besoins les besoins des Kenyans ne pourront pas être satisfaits à travers les solutions maroco-marocaines. Donc, il va falloir que vous développiez les solutions en connaissance
de l'environnement des affaires au Kenya et en connaissance des besoins spécifiques des gens de la région. Pour la question je pense, sur la ventilation, le secteur de la ventilation, est-ce qu'il y a des opportunités? Oui, certainement. C'est un pays où il fait chaud, c'est un pays qui est en train de s'industrialiser et on a besoin de la ventilation industrielle. Donc, je n'ai pas de statistiques. Bon, si je le savais, si la question m'a été posée auparavant, j'aurais peut-être revenu avec des statistiques concernant le secteur en particulier. Mais bon, c'est un secteur qui est en train de se développer parce que le pays est en train de s'industrialiser, parce que le pays est en train de s'urbaniser. Et là où l'on construit, on installe un système de ventilation, un système de climatisation. Et là où l'on crée des entreprises, on a besoin de ventiler pour… ça va de soi, en fait. Je dirais que c'est un service induit par le développement progressif du pays. Donc, certainement, il y a des opportunités, mais je ne pourrais pas en dire davantage. Je ne peux pas vous donner une estimation en fait, quantifiée, comme je l'ai fait pour d'autres produits, pour le secteur de la ventilation. Alors, Madame Mehdaoui, pour l'exportation des services, oui, c'est vrai. Donc, comme je l'ai dit à Madame Chahbi, pour les services en général, et pour Madame Chahbi, j'étais en train de parler du conseil, de la formation, de la certification et tout. Pour vous, ce sont surtout les assurances qui vous intéressent. Oui, le secteur des assurances au Kenya est assez développé. La plupart des banques, c'est le système à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne, ce sont la plupart des banques ont des filiales d'assurance, c'est la banque assurance si vous voulez, mais encore une fois, il va falloir y aller à travers des partenaires locaux. Donc c'est un service quand même qui n'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite, qui n'est pas facile, ça n'est pas comme exporter de l'agroalimentaire ou exporter un produit industriel. C'est un système ou c'est un marché qui n'est pas facile pour le service, donc il faut y aller avec un partenaire local. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est peut-être de vous déplacer déjà, de faire un premier voyage au Kenya pour que vous puissiez vous imprégner de cet environnement des affaires en matière de service et puis de chercher un partenaire. Je pourrais vous aider à ce niveau-là parce qu'on a des bases de données au niveau de TradeMap et au niveau en fait, bon, je pourrais vous aider en fait, en vous disant ça, je pourrais vous orienter vers des sites qui pourraient vous suggérer les noms de partenaires avec lesquels vous pourriez peut-être entrer en relation pour que vous puissiez déjà avoir un premier contact. Mais encore une fois, mon conseil serait de ne pas y aller seul, hein, qu'il faut aller avec un partenaire, ne serait-ce qu'au début. Donc, voici en gros des éléments de réponse aux différentes questions qui m'ont été posées. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En plus, vous avez la maîtrise du temps. On arrive presque à 17 heures. Très bien. Tant mieux. Bravo. Je ne sais pas si Blassine, je pense qu'on peut conclure. Oui, justement, donc on n'a pas encore de questions, donc je pense que tout est clair. Je tiens à remercier Madame Karkari pour sa présence donc, dès le départ, donc, pour le temps, malgré qu'elle était en route, donc il a tenu à être parmi nous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Sibrahim, pour la clarté, pour toutes les informations très riches sur le marché. Donc, c'est des informations très pertinentes pour quelqu'un qui veut faire le pas sur un important marché de la région de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est une région que nous n'exploitons pas malheureusement. C'est une région où le revenu par habitant est beaucoup plus meilleur que l'Afrique de l'Ouest. Et je pense, Madame Karkari, qu'il faut qu'on y réfléchisse au sein de votre commission donc pour essayer de proposer des actions B2B, comme vous l'aviez dit, sur cette région, essayer de rapprocher la communauté des affaires de cette importante région. Reste que c'est des normes anglo-saxons et tout ça qu'il faut bien maîtriser. Donc, il faut revoir un certain nombre de choses au sein de nos entreprises pour pouvoir se positionner sur cette importante région en général, sur le Kenya en particulier. Voilà, donc je tiens à vous remercier infiniment et à Mme Karkari, le mot de la fin. Merci Siblassine. Moi, ce que je peux promettre, c'est que, Inch'Allah, dès la rentrée, c'est-à-dire dès début septembre, on organisera une réunion de la Commission Afrique où vous serez tous invités, en espérant que vous pourrez être parmi nous pour arrêter les priorités du dernier trimestre. Et donc, on peut effectivement nous concentrer sur l'Afrique de l'Est, Inch'Allah.
Et on va continuer en tout cas sur cette lancée pour organiser d'autres webinaires pour d'autres pays qui sont pas encore bien connus. Donc, en attendant, si on n'a plus l'occasion de se revoir, je vous souhaite d'excellentes vacances. Et bonne santé surtout. Faites attention à vous. Merci beaucoup. Merci et à beaucoup. santé, carrez-vous tout le monde. Merci. Pour rester dans l'air de la présentation. Au revoir. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. J'espère que vous avez tiré donc, le maximum d'informations de cet important webinaire. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Madame Karkare. Merci. Au revoir. À bientôt. Et merci à tous les participants. À bientôt. Au revoir.